Voici Actu Rémi, l'essentiel de l'actualité nationale et internationale. Aujourd'hui, jeudi 26 mars, les combats et la diplomatie restent au centre de l'actualité, entre le Moyen-Orient et l'Ukraine. Au pays, la politique fédérale, les enjeux linguistiques et des décisions économiques majeures retiennent l'attention. Géopolitique. L'armée israélienne annonce une nouvelle vague de frappes à travers l'Iran, au cœur d'une guerre qui dure depuis près de 4 semaines. Téhéran maintient qu'il ne négociera pas un accord de paix dans les conditions actuellement avancées. Le président américain, Donald Trump, avertit qu'il est prêt à déchaîner l'enfer si l'Iran n'accepte pas un accord pour mettre fin au conflit. Des efforts diplomatiques se poursuivent, mais les frappes aériennes et les ripostes continuent dans plusieurs zones du Moyen-Orient. Dans ce contexte, l'Iran rejette les conditions de cessez-le-feu associées à Donald Trump et formule ses propres exigences. Sur le plan militaire, des systèmes de défense aérienne de pointe ne parviennent pas à intercepter certains missiles iraniens. Les États-Unis et Israël affirment avoir réduit une grande partie de l'arsenal de missiles de l'Iran, malgré des tirs qui continuent de franchir les défenses. Des armes iraniennes, y compris des munitions à sous-munitions, compliquent l'interception même avec des systèmes avancés. En Ukraine, le président Volodymyr Zelensky affirme que Washington lie des garanties de sécurité d'après-guerre à une cession du Donbass. Il dit qu'une proposition américaine de paix inclut un retrait ukrainien de ce territoire occupé par la Russie. Volodymyr Zelensky prévient que de telles conditions affaibliraient la défense de l'Ukraine et encourageraient Moscou. Le dossier survient alors que l'incertitude persiste sur l'ampleur du soutien futur des États-Unis. Malgré la poursuite d'une aide à l'ONU, l'Assemblée générale adopte une résolution qualifiant la traite transatlantique des Africains réduits en esclavage de plus graves crimes contre l'humanité. La résolution appelle à des réparations comme étape concrète pour remédier à des torts historiques. Le texte prévoit une demande d'excuses et des contributions à un fonds de réparation sans montant précisé. L'Union africaine et la communauté caribéenne soutiennent cette résolution, proposée par le président du Ghana, John Dramani Mahama. Les États-Unis et des pays européens s'y opposent, mais l'Assemblée générale adopte tout de même le texte. Canada. La Chambre des communes adopte au vote final une nouvelle loi fédérale controversée contre la haine. Le texte franchit ainsi sa dernière étape à la Chambre et se dirige maintenant vers le Sénat. Le gouvernement libéral défend une réponse législative à des formes de haine, dans un climat politique tendu autour du sujet. Le Premier ministre Mark Carney critique le chef de la direction d'Air Canada après un message de condoléances uniquement en anglais. La controverse éclate après un accident mortel à l'aéroport LaGuardia à New York. Mark Carney parle d'un manque de jugement et d'un manque de compassion dans la décision de publier ce message unilingue. L'épisode ravive au Québec la colère et les inquiétudes sur la protection des droits linguistiques, dans une province où le français est la seule langue officielle. La rémunération du PDG, évoquée à 12 millions de dollars par année, alimente aussi le débat sur ses obligations linguistiques. Collectif Québec affirme que le Canada n'en fait pas assez pour protéger le français au Québec et se tourne vers les tribunaux. Au Québec, une enquête décrit des ratés du projet UNIR, un algorithme de gestion de l'aide sociale évalué à 31,5 millions de dollars. Un an après son déploiement, des acteurs sur le terrain dénoncent des erreurs et des défaillances administratives. Le système avait été présenté comme un outil pour humaniser les services, mais il est maintenant associé à des conséquences graves pour des personnes vulnérables. À Rouyn-Noranda, Québec assouplit le cadre entourant la fonderie Horn et élargit les autorisations d'émission. La fonderie pourra émettre plus d'arsenic que prévu et pendant plus longtemps. La modification touche aussi d'autres métaux lourds, notamment le plomb et le cuivre. La santé publique affirme que les changements vont au-delà de ce qui avait été présenté au départ. Elle estime aussi que Québec sous-évalue le risque
associés à ces émissions. Dans l'énergie, le réseau d'oléoducs Trans Mountain doit fonctionner à pleine capacité en avril et en mai. Cette montée en charge est liée à des perturbations énergétiques au Moyen-Orient et à leurs effets sur les marchés. Enfin, la Caisse, avec Brookfield, propose de racheter Boralex, un producteur québécois d'énergie renouvelable. La manœuvre survient après l'achat d'Inergex l'an dernier par la Caisse. Cette fois, l'offre mobilise des centaines de millions de dollars pour acquérir une autre entreprise du secteur. Cials, les brevets de médicaments vedettes pour la perte de poids de Novo Nordisk, arrivent à échéance, ouvrant la porte à des versions génériques. Des experts estiment que des génériques pourraient arriver au Canada d'ici quelques mois. Des médecins anticipent une amélioration de l'accès, grâce à des prix plus bas que les médicaments d'origine. Ils s'attendent aussi à un effet sur les coûts du système de santé, en réduisant une partie du fardeau financier. Certains cliniciens pensent enfin que l'arrivée de génériques pourrait changer la perception sociale du traitement médical de la perte de poids. Aux États-Unis, un procès historique sur l'addiction aux réseaux sociaux aboutit à un verdict contre Meta et YouTube. Un jury accorde 6 millions de dollars à une femme, dans une décision jugée déterminante pour d'autres recours. Le verdict retient la responsabilité de plateformes comme Instagram et YouTube dans des problèmes de santé mentale chez une adolescente. Des observateurs estiment que la décision pourrait influencer d'autres dossiers, y compris au Québec, sur les obligations de protection des jeunes. Sur la modération en ligne, une évaluation classe 10 jeux vidéo populaires selon leurs efforts contre l'antisémitisme. Fortnite arrive en tête d'un classement axé sur les outils de sécurité, la modération et la protection des joueurs. D'autres titres suivent, dont Grand Theft Auto Online, Call of Duty, Minecraft et leurs dispositifs de signalement et de règles contre la haine. En archéologie, des restes humains découverts sous le sol d'une église aux Pays-Bas pourraient être ceux de D'Artagnan. D'Artagnan est une figure historique, immortalisée ensuite par Alexandre Dumas dans Les Trois Mousquetaires. Il est mort en 1673 pendant le siège de Maastricht, ce qui situe le cadre historique des recherches actuelles. Climat. Au Kenya, le bilan des inondations atteint 88 morts. Gouvernement. 2 rivières sortent de leur lit, provoquant de nouveaux déplacements de population. Les autorités parlent de milliers de personnes déplacées par ces crues. Au Brésil, une conférence de l'ONU examine une protection accrue pour des espèces migratrices. La chouette harfang, le requin-marteau et d'autres espèces figurent parmi celles envisagées pour des mesures supplémentaires. Les discussions portent sur les menaces qui pèsent sur ces animaux et sur des propositions concrètes de protection à l'échelle internationale. Monde. En Corée du Nord, Kim Jong-un accueille le président du Bélarus, Alexandre Loukachenko, pour une première visite. Les 2 dirigeants signent ensuite un traité de coopération et d'amitié. Le déplacement illustre le resserrement des liens entre 2 pays proches de Moscou. Le Bélarus et la Corée du Nord ont tous 2 soutenu la guerre menée par la Russie en Ukraine. Cette séquence intervient alors que les sanctions occidentales et les accusations d'abus des droits humains continuent de s'accumuler contre ces États. À New York, Nicolás Maduro doit comparaître jeudi devant un tribunal, pour la 2e fois depuis sa capture en janvier par les forces américaines. L'ancien président vénézuélien, renversé, fait face à plusieurs chefs d'accusation, dont trafic de drogue et infractions liées aux armes. Ses avocats contestent des obstacles juridiques et de procédure, dans un contexte de sanctions américaines contre le Venezuela. En Angleterre, l'Église d'Angleterre installe un nouvel archevêque de Canterbury lors d'une cérémonie historique. Sarah Mullally devient la 106e personne à occuper cette fonction. Elle devient surtout la première femme à diriger l'institution à ce poste, pour la première fois en plus de 1400 ans. En Australie, les autorités refusent de préciser combien de ressortissants chinois arrivent par bateau. Le gouvernement invoque un risque pour les relations bilatérales s'il publie ces détails.
L'Indonésie observe une hausse des tentatives d'organisation de traversées en bateau impliquant des ressortissants chinois. Le refus de communiquer des chiffres alimente les questions sur la transparence et la gestion de ces arrivées. Économie. Sur les marchés des matières premières et des devises, l'or s'établit à 4 429 $ américains, en baisse de moins 3% sur 24 heures. L'argent se négocie à 68 $ américains, en baisse de moins 7% sur la même période. Le Bitcoin évolue à 70 000, en baisse. Le dollar canadien s'échange à 0,726 $ américains. La réouverture du détroit d'Ormuz ne ramènerait pas rapidement le marché pétrolier à la normale. Des analystes estiment qu'il faudrait de 3 à 5 mois, même après un cessez-le-feu, pour retrouver un fonctionnement stabilisé. Il faudrait notamment réparer des installations, relancer des puits et gérer une crise logistique en mer. Les prix du gaz et du pétrole continueraient d'intégrer une prime de risque géopolitique, même après une reprise partielle des feux. Face à la crise énergétique mondiale, plusieurs pays mettent en place des mesures concrètes pour réduire la demande. Certaines administrations testent la semaine de 4 jours pour diminuer les déplacements et la consommation associée. D'autres imposent des rationnements de carburant, avec des limites directes sur l'accès à l'essence. Plusieurs États encouragent aussi la réduction de la climatisation en abaissant les réglages dans les bâtiments et les commerces. Le point commun de ces stratégies reste la baisse immédiate de la consommation, alors que les prix restent élevés. Dans les minerais stratégiques, la France affiche un intérêt croissant pour des investissements en Australie. La ministre australienne des Ressources, Madeleine King, rapporte que Paris est de plus en plus désireux d'investir dans des projets de minerais critiques. La course porte sur les terres rares et d'autres minerais essentiels à des chaînes d'approvisionnement industrielles. Canberra cherche des milliards de dollars d'investissements étrangers pour financer l'extraction et le traitement. Le gouvernement australien veut aussi capter des gains élevés grâce aux exportations de ces minerais critiques. Au Canada, l'organisation de 13 matchs de la Coupe du monde de la FIFA pourrait coûter plus d'1 milliard de dollars aux contribuables. Des exigences restées confidentielles et une explosion de coûts alimentent les questions sur la facture publique. Ottawa avance des projections de retombées, dont l'arrivée d'1 million de visiteurs internationaux. Des économistes contestent ces estimations et les qualifient de peu réalistes. Le débat se concentre sur l'écart entre les coûts annoncés et des bénéfices économiques difficiles à établir. À savoir aujourd'hui, le 26 mars 1971, le Bangladesh proclame son indépendance du Pakistan, au début de la guerre de libération. Le 26 mars 1953, Jonas Salk annonce un vaccin efficace contre la poliomyélite après des essais à grande échelle. C'était Actu Rémi. À très bientôt.